Ils s'appellent Mourad, Samira, Karim ou bien Sandrine et Vincent. Ils sont nés et ont grandi partout en France, la plupart sont diplômés de l'enseignement supérieur, des Bac+5, mais ils ont décidé de s'installer à Londres, Dubaï, New York, Casablanca, Montréal ou Bruxelles. Cette citation que je viens de vous lire est extraite de la 4e de couverture d'un ouvrage qui vient de sortir et qui a déjà fait beaucoup de bruit. Son titre, « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Enquête sur la diaspora française musulmane, publié aux éditions du Seuil et coécrit par Olivier Estevez, Julien Talpin et Alice Picard que nous recevons aujourd'hui dans notre émission Délivrez-vous sur Muzen TV. Bonjour Alice Picard, bienvenue sur notre chaîne, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Vous êtes donc par ailleurs docteur en sciences politiques et spécialiste de la gouvernance de l'islam. Alors ce livre, La France tu l'aimes mais tu la quittes, se présente donc comme une enquête sur la diaspora française musulmane qui a fait le choix de partir de France pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir. Avant cela, je voudrais préciser à nos auditeurs que ce livre s'est appuyé sur un échantillon quantitatif de plus de 1000 personnes et sur 140 entretiens approfondis. Alors ce sera justement ma première question, Alice Picard. Comment avez-vous procédé pour réaliser cette enquête, pour déterminer le choix de l'échantillonnage et la menée des entretiens, et comment avez-vous approché les personnes que vous avez rencontrées? Oui, alors justement, en termes d'échantillonnage, on n'a pas vraiment on peut pas prétendre avoir un échantillon représentatif de la population musulmane en France, au sens où ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à témoignages qui est paru sur Mediapart, c'était en avril 2021. Et ensuite, l'appel a vécu sa vie, il a été relayé, et notamment dans certains groupes d'entraide de musulmans et musulmanes à l'étranger. Et de cette manière, on a recueilli 1070 réponses complètes, avec effectivement des biais de sélection, parce que ça a dépendu des réseaux par lesquels cet appel a pu circuler. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'à la fin de ce questionnaire quantitatif, donc, on demandait aux personnes volontaires de laisser leur adresse mail si elles voulaient bien être contactées pour un entretien plus approfondi. Et donc, on a recueilli 350 adresses mail de cette manière, et finalement, on a vraiment fait l'entretien avec 140 personnes. D'accord. Voilà. Alors, les causes de ce départ, on parlait du départ de ces Français de confession musulmane qui choisissaient un certain nombre de destinations. Donc les causes de ce départ, elles sont connues, la discrimination à l'emploi, au logement, l'islamophobie d'atmosphère, pour reprendre le titre d'un chapitre du livre, qui est lui-même une reprise d'une formule de Gilles Kepel qui parlait de djihadisme d'atmosphère. Alors ces causes sont connues et elles sont anciennes, relativement anciennes. Votre livre met-il en lumière un phénomène de départ qui est ancien, ou est-ce un phénomène qui aurait explosé ces dernières années? Alors, en prenant toutes les précautions qui s'imposent, parce que on a pu contacter des personnes donc qui a priori étaient encore en lien avec, soit la diaspora, soit qui était encore en lien avec des réseaux français, notamment sur les réseaux sociaux, ou ne serait-ce que des lecteurs et des lectrices de Mediapart. Mais quand même, ce qu'on documente, c'est qu'il y a des personnes qu'on a rencontrées et des personnes qui ont répondu au questionnaire qui sont installées à l'étranger depuis 20-25 ans, donc dès la fin des années 90. Donc c'est un phénomène qui date pas d'hier ou d'aujourd'hui. En revanche, ce qu'on documente aussi, ce qu'on voit dans le questionnaire et ce qu'on voit aussi dans les entretiens qu'on a réalisés, c'est qu'il y a eu une accélération à partir de 2015, donc à partir des attaques terroristes qui ont donc amené à une cristallisation de l'islamophobie, cristallisation de la stigmatisation, et en fait beaucoup de personnes qui nous racontent que ce qui a été insupportable dans les années qui ont suivi, c'est
comment dire, l'injonction à se désolidariser de ce qui avait été fait, l'injonction à prêter allégeance à la République encore plus que d'habitude, et des regards, de la suspicion. Il y a notamment une enquêtée qui raconte que effectivement du fait des regards encore plus insistants, encore plus suspicieux que d'habitude juste après les attaques en 2015, elle est restée cloîtrée chez elle, incapable de sortir en fait. Et c'est en fait à ce moment-là, pour elle, c'est sa goutte d'eau, et c'est ça qui fait qu'elle décide de s'installer à l'étranger. Donc il y a vraiment là, c'est pas toujours le cas, mais il y a certains cas où vraiment le lien de causalité il est assez immédiat entre la stigmatisation qui a suivi les attentats et l'installation à l'étranger. Et donc ce qu'on ne sait pas parce que l'enquête s'est arrêtée avant, c'est quels vont être les effets du 7 octobre 2023. Là, bon, comme nous on a même arrêté les entretiens en fait en 2022, on ne sait pas dire. Il faudrait que l'enquête se poursuive. D'ailleurs, on est en train d'y réfléchir. Et en tout cas, il y a déjà des personnes qui réagissent au livre, qui nous écrivent et donc on sait qu'il y a des personnes qui en ce moment sont en train de préparer leur départ. Alors justement, donc vous évoquiez le 2015, hein, les attentats de 2015. Vous évoquiez aussi des expatriés ou des personnes de la diaspora française de confession musulmane, donc qui étaient installés depuis déjà bien plus longtemps à l'étranger. Quels sont les différents motifs avancés par les interrogés, hein, ceux que vous avez pu interroger pour expliquer ce départ? Est-ce que les témoignages que vous avez recueillis sont tous convergents? Et donc finalement, que vous disent ces témoins et est-ce qu'ils disent tous la même chose? Ben, ce qui est quand même pas discutable, c'est que dans l'échantillon quantitatif, on a 71% des personnes qui disent qu'elles se sont installées à l'étranger pour échapper aux discriminations. C'est assez clair. Et ce qui suit à 64%, c'est pour vivre leur religion plus sereinement. Et après, donc, je vais retrouver la page. Et après, on a d'autres raisons, peut-être plus que ces personnes vont partager avec des personnes qui s'installent à l'étranger pour d'autres raisons. Et effectivement, pour bénéficier d'un meilleur niveau de vie. Mais quand on a été victime de discrimination sur le marché de l'emploi français, forcément, en fait, le fait de moins être exposé aux discriminations, ça permet une ascension sociale qu'on documente aussi dans le livre. C'est en ayant une mobilité géographique que ces personnes terminent leur mobilité sociale ascendante, parce que aussi pour 3/4 des personnes, il y a une trajectoire d'ascension sociale, puisque c'est des personnes qui sont d'origine populaire. Donc ça compte. Et puis donc il y avait pour progresser professionnellement, trouver du travail à 40%. Et ouais, et donc si on regarde ce qui aurait pu les rapprocher d'autres personnes, il y avait je retrouve pas, pour apprendre une langue étrangère à 10%. D'accord, donc c'est des motivations socio-professionnelles qui sont liées aux discriminations vécues en France, en premier lieu. En second lieu, la question de la liberté de culte ou la liberté religieuse, c'est bien ça. Et puis, de manière plus réduite, l'apprentissage d'une langue étrangère. Oui. Oui. Exactement. Oui, non, et alors après, pour répondre aussi peut-être un peu plus à votre question, il y avait ça en partage, mais il y a aussi des cas de personnes qui se sont installées à l'étranger parce qu'elles avaient l'opportunité. On a 38% des personnes qui ont répondu au questionnaire qui ont eu une première expérience de mobilité en tant qu'étudiante, donc soit un semestre à l'étranger, une année à l'étranger ou un stage à l'étranger. Et donc, là, c'est la première fois. Donc là, il n'y avait pas forcément de motivation à quitter la France pour fuir les discriminations et le racisme. Par contre, il y a un effet de contraste et la prise de conscience qu'en fait, il y a beaucoup de choses que ces personnes avaient intériorisées, auxquelles ces personnes s'étaient habituées en France, qui deviennent insupportables au retour parce qu'on a vécu autre chose. Et ce qu'on a vécu à l'étranger, c'est le fait qu'on nous demande plus d'où on vient, c'est le fait de ne pas être traité différemment parce qu'on a des origines étrangères ou parce qu'on a une religion
enfin différentes, enfin parce qu'on est de religion musulmane. Et donc, ben voilà, comme ça devient insupportable, après peut se développer un projet d'installation sur du plus long terme à l'étranger au retour. Donc il y a, ou tout simplement il y a des personnes qui plus tard dans leur vie professionnelle, parce qu'elles ont eu tout simplement des opportunités, des offres d'emploi, parce que leur entreprise avait des filiales à l'étranger, se sont installées à l'étranger. Et pareil, prise de conscience sur place. Et pas de projet de retour. Est-ce qu'on sait combien de Français et de Françaises de confession musulmane? D'ailleurs, est-ce que on parle seulement de Français, hein, ça pourrait être aussi intéressant d'élargir la problématique. Est-ce qu'il y a aussi des résidents de longue durée, certains qui viennent très jeunes, qui sont concernés? Est-ce qu'on sait combien de personnes? Est-ce qu'on a une statistique sur le nombre de musulmans, on va dire comme ça, qui quittent la France chaque année pour les raisons qu'on vient d'évoquer? Malheureusement non. Notre enquête est une des premières à documenter ce phénomène, et donc on a des indices, on a une piste, mais il faudrait effectivement systématiser. Et ça, pour ça, il faudrait une enquête, par exemple, du ministère des Affaires étrangères, mais qui lui-même a déjà en fait des chiffres pas forcément très exacts sur le nombre de Français et Françaises installés à l'étranger, puisque tout le monde n'a pas d'obligation de se faire connaître auprès du consulat. Déjà, on a des chiffres, on a quelques trous dans la raquette à ce niveau-là. Et donc, il faudrait mener une enquête systématique auprès des personnes installées à l'étranger, et en plus demander leur confession, ce qui en France n'est pas rendu facile puisque c'est interdit, sauf dérogation. Et ce qui a été le cas, par exemple, de l'enquête Trajectoire et Origine, il y a eu 2 volets. Et c'est que grâce à cette enquête de l'INED et de l'INSEE qu'on ne peut ne serait-ce que connaître le nombre de personnes de confession musulmane en France, parce que sinon on ne le saurait pas. Il y a aussi le cas des binationaux qui peuvent avoir donc qui ont une double nationalité, hein, ça peut être des franco-algériens, des franco-turcs ou d'autres, et qui peuvent aller vivre dans ces pays-là en partant avec les papiers liés à cette nationalité-là. Est-ce que ça c'est comptabilisé comme du coup est-ce que ce serait comptabilisé comme Français expatriés étant donné qu'ils sont pas partis en tant que Français et qu'ils ont la double nationalité? Ça peut aussi jouer sur les chiffres, non? C'est une bonne question. Après, nous, ce qu'on constate, c'est que même quand il y a binationalité, c'est pas vraiment... Alors, il y a des cas, bien sûr, mais dans l'immense majorité des cas qu'on a documentés, les principales destinations, c'est le Royaume-Uni, le Canada, et puis les Émirats Arabes Unis, et notamment Dubaï. Donc, en fait, même quand il y a des cas de binationalité, c'est pas au Maroc et c'est pas en Algérie qu'on a retrouvé ces personnes. D'accord. Alors quel est le profil des candidats au départ? Là, ça c'est une question assez importante puisque finalement, cette question pose celle des conditions qui leur permettent de partir, hein, le bagage social, le bagage culturel, le bagage financier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le profil des candidats au départ ou des candidats qui sont déjà partis? Oui, ce qui est sûr, c'est que c'est pas n'importe qui part, et c'est pour ça que et là je vais pas forcément retrouver l'extrait, puis je l'ai lu par ailleurs, mais c'est des enquêtés qui parfois se rendent compte elles et eux-mêmes qu'avec les mêmes motivations au départ, donc avec les mêmes discriminations racistes ou à cause de la religion, tout le monde n'est pas en capacité de partir. Donc effectivement, nous dans l'échantillon qu'on a, c'est des personnes qui ont un bac+5 pour plus de la moitié d'entre elles et qui donc peuvent faire valoir ces diplômes sur le marché de l'emploi à l'international. C'est d'autant plus le cas quand c'est des personnes diplômées en informatique, dans la finance ou en ingénierie. Ça c'est des diplômes très porteurs. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. C'est, comme je le disais, des personnes qui à 40% avaient déjà eu une expérience de mobilité internationale. Or, c'est plutôt des personnes inscrites dans des cursus qui prévoient ça.
à l'université, mais parfois en fonction des cursus, l'année à l'étranger ou le stage à l'étranger, c'est obligatoire. Donc c'est ce type de profil. Et puis il y a tout simplement aussi la question linguistique. C'est des personnes qui, alors parfois qui partent pour s'améliorer en anglais notamment, mais c'est aussi des personnes qui vont donc maîtriser une à plusieurs langues étrangères. Par rapport à l'échantillonnage, pardon de vous interrompre, par rapport à la question de l'échantillonnage qui est le vôtre, hein, qui est celui des auteurs de ce livre, est-ce que vous avez pu déterminer, donc proportionnellement parlant bien sûr, une répartition sociologique, enfin en termes de classe sociale, de ceux qui sont partis? Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les classes, que ce sont des classes moyennes supérieures très largement? Est-ce qu'il est possible d'avoir un pourcentage, ne serait-ce qu'approximatif, pour comprendre le phénomène? Oui, nous on parle même d'élite minoritaire, parce que si 50% au moins ont bac+5, et la plupart des autres sont de toute façon diplômés. Alors c'est notre échantillon qui est comme ça. C'est peut-être aussi que, vu la manière dont l'appel à témoignage a circulé, on laisse dans l'ombre forcément d'autres types de trajectoires de personnes plus précaires. Alors, on en a quelques-unes, mais c'est pas du tout la majorité des personnes à qui on a pu parler. Et donc oui, parce qu'on a tout un chapitre où on parle de la préparation du départ. Et donc effectivement, il y a toutes les propriétés que je viens de rappeler et qui sont assez essentielles. Il y a parfois l'entreprise elle-même qui facilite toutes les démarches administratives, l'installation dans le pays. Et ça, c'est aussi un certain type de professionnel à qui on propose ce genre de dispositif. Il y a donc tout ce qui est volontariat à l'international, permis vacances-travail. Donc ça, c'est prévu notamment avec le Canada ou l'Australie. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont accessibles à un certain type de personnes. Et aussi, dans une majorité des cas, ou une une grosse minorité, je sais plus là, c'est un projet qui est préparé et mûri en couple. Et donc ça aussi, alors soit il y a une des deux personnes qui a une opportunité pour s'installer à l'étranger et son conjoint ou sa conjointe suit, ou alors les deux arrivent à partir de manière conjointe, mais c'est vrai que ça rend un peu moins impressionnant le départ, l'installation à l'étranger, parce que on a un lien de solidarité très 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 proche. Et puis en fait aussi, c'est par les discussions au sein du couple que le projet mûrit, parce que en fait, même si l'un des deux conjoints était moins exposé aux discriminations, en fait il ou elle est exposé aux discriminations par le biais de son conjoint ou sa conjointe. Donc il y a une stimulation mutuelle comme ça, et donc un projet qui se mûrit à deux. Et pareillement, même type de question sur la répartition des candidats au départ ou de ceux qui sont déjà partis. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples? Est-ce que c'est majoritairement des couples, avec ou sans enfants d'ailleurs, ou alors plutôt des célibataires? Parce que même chose, cette question évidemment met en avant la capacité financière, sociale, la facilité ou la difficulté d'une expatriation dans ces conditions-là. Voilà, qu'est-ce qui ressort de votre échantillonnage là-dessus? C'est ce que je disais. Je ne retrouve plus le chiffre, et donc je saurais pas vous dire si approximativement. Non, mais on s'approche des 50% quand même des personnes parties en couple. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui sont parties en tant que célibataires et qui se sont mises en couple sur place avec une personne ayant une trajectoire similaire. Donc voilà, il y a des formes de solidarité qui se retissent même une fois à l'étranger. Et tout simplement une forme d'homogamie sociale, où forcément, on retrouve ça dans une majorité des couples aussi. C'est le fameux adage qui se ressemble s'assemble. Et quand on est à l'étranger, on partage beaucoup de propriétés sociales avec une personne qui a une trajectoire tout à fait similaire, des origines similaires, des origines sociales comme nationales similaires, et donc une trajectoire de mobilité internationale également.
Donc oui, et beaucoup de personnes en couple, beaucoup de personnes avec des enfants, et on peut s'y arrêter 2-3 minutes parce que le fait d'avoir des enfants, c'est une motivation pour s'installer à l'étranger et c'est une motivation pour y rester, parce qu'on a des personnes qui disent très clairement, en fait, il est hors de question qu'on rentre en France parce que je ne veux pas que mes enfants soient exposés au même racisme que moi j'ai vécu dans l'enfance. Et à la même islamophobie. Donc le fait d'avoir des enfants, et ce qui est frappant aussi, c'est que les avantages en termes de protection sociale, de services publics que pourrait offrir la France ne compensent absolument pas les agressions racistes et islamophobes que ces personnes ont subies. Et surtout, ce que ça dit, c'est une forme de pessimisme. Et comme je l'ai dit, on a fait la plupart de nos entretiens avant 2022, mais alors que la campagne commençait. Et on sait quelle campagne, c'est-à-dire c'est celle qui a vu au moins 2 candidats d'extrême droite faisant des scores non négligeables. Et puis notamment les scores, même si c'était moins pire qu'attendu, mais au moment où on parlait, Éric Zemmour était très très haut dans les sondages. Donc il y avait tout cet arrière-plan idéologique, et donc ces personnes à l'époque, mais pas plus aujourd'hui a priori, n'avaient aucune raison de se dire dans les années qui viennent, ça va s'améliorer, et donc pourquoi pas revenir avec des enfants. Non, ce qu'elles voient, c'est que ça ne s'améliore pas, voire ça s'aggrave, et donc il est hors de question d'exposer des enfants à ça. Alors, vous aviez évoqué parmi les causalités, enfin les causes de départ. Donc la deuxième cause, c'était concernée la liberté religieuse. Est-ce que vous avez identifié toujours dans l'échantillonnage et dans les entretiens que vous avez pu avoir des Français ou des Françaises? Alors, on comprend que le phénomène de discrimination raciale va toucher davantage de Français issus de l'immigration. Est-ce que vous avez eu des Français ou des Françaises avec des prénoms ou des noms de famille à consonance européenne, et donc qui seraient partis, disons, exclusivement pour des raisons religieuses? Oui, on a d'ailleurs une surreprésentation des convertis, en particulier dans les entretiens dits qualitatifs. Et ce que ces personnes nous racontent, c'est l'histoire de la racialisation de l'islam, c'est-à-dire comment l'islam est devenu une manière respectable d'être raciste. Donc les convertis symbolisent, en fait, dans les témoignages qu'on a, c'est assez clair, même s'il y a d'autres personnes qui ont vécu le racisme anti-arabe, plus anti-arabe, que même s'il y a aussi quelques personnes noires aussi dans les personnes qu'on a rencontrées, mais on va parler du racisme anti-arabe. Donc on vécu le racisme anti-arabe dans l'enfance. Puis l'islamophobie quand c'est devenu le problème entre guillemets public que c'est devenu. Et les convertis, effectivement, nous racontent comment, aux yeux de leurs collègues, aux yeux de leur entourage, dans l'espace public, elles sont devenues étrangères et souvent finalement assimilées à des Arabes, en fait. C'est ça qu'elle nous raconte. Il y a même une personne qui le déplore assez fortement en disant faut voir je reprends ces termes, le degré de bêtise pour qu'une personne me demande si je sais faire des pâtisseries arabes, tout ça parce que je me suis convertie à l'islam, quoi. Donc oui, c'est dans ces trajectoires, il y a un avant et un après qui est très net, en particulier pour les personnes qui ont un signe extérieur de religiosité, et donc en particulier les femmes qui portent le foulard. Et pour ces personnes, c'est d'autant plus insupportable qu'elles ont jamais vécu sinon le racisme jusque-là. Voire même, effectivement, on a ce passage dans le chapitre 2 d'une convertie qui dit si je regarde en arrière, je dois bien avouer qu'il y a une période de ma vie où implicitement je me sentais un peu supérieure aux Arabes et aux musulmans, et finalement maintenant je suis passée de l'autre côté et je subis l'islamophobie. Mais
dans leur témoignage, c'est quand même très difficile de vraiment distinguer ce qui relève d'un rejet de l'islam de ce qui relèverait d'un racisme anti-arabe un peu plus c'est horrible de dire banal, mais qui est lié en fait à l'histoire coloniale de la France et qu'on connaît depuis au moins la colonisation de l'Algérie, si ce n'est avant. Alors, vous disiez tout à l'heure les principaux pays, les choix de destination. Vous évoquiez le Canada, les Émirats Arabes Unis. J'ai oublié le troisième, les principaux. D'abord le Royaume-uni, ensuite le Canada et oui. en dernier, enfin en troisième, pas en dernier, Dubaï. Ouais. D'accord, ça c'est ce qui ressort très nettement, c'est-à-dire que vous voulez dire que il y a d'autres destinations, mais elles sont très minoritaires, c'est ça? Elles arrivent après. Dans le livre, on a une carte en fait, une carte du monde où on voit où sont parties les personnes. Il faudrait que je la retrouve moi-même, voilà. Et je vous pose cette question. Oui, je vous pose cette question, c'est pour savoir est-ce que ce sont des pays musulmans ou des pays européens ou occidentaux qui sont privilégiés? Alors, au-delà des 3 premiers destinations que vous avez évoquées, si on prend une liste un peu plus longue. Bah, en fait, même avec une liste plus longue, c'est pas des pays musulmans non, qui sont privilégiés en priorité ou en majorité. D'accord. C'est plutôt des pays qui vont être perçus comme multiculturels où on peut exercer effectivement sa religion plus librement. Avec des opportunités économiques également. Bah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, avec des opportunités professionnelles. Bon, après, même aux Émirats Arabes Unis, on a des opportunités professionnelles, mais bon, il y a la question sans doute aussi de la langue. Le Canada, alors au Canada, c'est parce qu'il y a le Québec, donc même pour des francophones, c'est tout à fait accessible. Et le Royaume-Uni, c'est très proche. Donc parce que un autre élément qu'on documente dans le livre, c'est à quel point l'installation à l'étranger, c'est un déchirement. Et donc le choix du Royaume-Uni, c'est aussi le choix de la proximité qui permet de faire des allers-retours en France de manière assez aisée. Ce qui est beaucoup moins facile quand on est au Canada ou aux États-Unis ou à Dubaï. Pour le coup, c'est une autre logistique pour voir la famille, ramener les enfants l'été, etc. Donc non, l'histoire qu'on raconte avec le livre, c'est pas la hijra, quoi. C'est pas du tout le phénomène documenté. On a eu peut-être quelques cas, mais c'est très très minoritaire dans les personnes qui ont choisi de répondre au questionnaire et qui ont choisi d'être recontactées après. Alors, vous évoquiez le Québec, c'est quand même un exemple intéressant. Avant de parler de l'expérience des expatriés, comment ils la vivent, hein, d'abord ce petit focus. Alors je ne sais pas si vous avez beaucoup d'informations là-dessus, mais je pense que c'est un exemple intéressant parce qu'on voit bien que le Québec, justement, de par sa proximité culturelle et historique et linguistique avec la France, y compris politique, on l'a vu sur les questions de laïcité. Il y a une tendance assez forte au Québec pour s'aligner sur la position française. Qui est une position qui est très critiquée, y compris en France, hein, sur voilà une extension du champ de la laïcité, qui devient une forme de laïcisme et qui exclurait voilà les personnes qui afficheraient une appartenance religieuse. Est-ce que les expatriés qui sont partis au Québec, est-ce que vous avez eu des retours d'expérience qui sont plutôt positifs? Ou est-ce que il y a pu avoir aussi des craintes par rapport à ce que je viens de dire sur la laïcité, par exemple? Ben, les deux. On a effectivement des personnes qui ont une expérience très positive du Québec. Il aurait peut-être fallu systématiser, mais sur le petit échantillon qualitatif qu'on a, ce serait bizarre de tirer des conclusions, mais on peut faire l'hypothèse que peut-être les personnes qui ont la meilleure expérience n'ont pas de signes extérieurs ou pas de signes visibles de religiosité. Parce que dans les témoignages, on a aussi une personne qui dit bah tout allait bien, je m'intégrais professionnellement, etc. Jusqu'à ce que donc c'est après un congé maternité, jusqu'à ce que je revienne au travail avec un foulard. Et là, à ce moment-là, c'était plus aussi merveilleux que ça, le Québec. Et donc on a des cas de mobilité intranationale de personnes qui quittent le Québec pour aller au Canada anglophone. Alors, et qui nous disent, donc on va les croire sur parole, il faudrait le documenter, qui nous disent que c'est
un phénomène, qu'il n'y a pas que elle, qu'elle retrouve des personnes effectivement au Canada anglophone qui ont eu la même trajectoire de passage par le Québec, puis effectivement avec tous les débats qu'il y a eu, qui sont en quelque sorte des importations, hein, des débats hexagonaux, qui. Donc c'est un problème culturel. C'est un problème culturel. Enfin, je le formule, comment dire, je le verbalise comme ça, mais vous pouvez le dire différemment. Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème culturel ou un problème politique spécifiquement français finalement? Parce qu'on le voit bien avec l'exemple du Québec. Dans le sein d'un même pays, le Canada, voilà, on change de région, on change d'univers culturel, et là, on ne vit plus du tout le même problème. C'est une question qu'on pose dans la conclusion, parce qu'on n'a pas les éléments. Enfin, il faudrait faire des comparaisons un petit peu plus solides entre pays pour répondre. Donc, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on a affaire à une islamophobie, une islamophobie spécifique hexagonale. On a des éléments, mais voilà, il faudrait creuser. On a des éléments qui nous montrent que, mais là c'est de mémoire, il y a des sondages d'opinion faits à l'échelle européenne où on trouve une islamophobie un peu plus forte en France qu'ailleurs. Après, même le Royaume-Uni est pas exempt d'expression, et d'agression islamophobe. Et donc, l'hypothèse qu'on pose, c'est plutôt en termes de position et de posture des pouvoirs publics et des médias. Et en France, on a comment dire, sans qualifier ces lois, mais on a la loi de 2004 qui interdit le port du hijab, qui le dit pas comme ça, mais c'est à ça que ça revient, qui interdit le port du hijab par les usagères du service public de l'éducation nationale. On a en 2020 des dissolutions d'associations et notamment du collectif contre l'islamophobie en France. Ces dissolutions ont précédé le vote de la loi séparatisme, et ça après aussi l'état d'urgence et tout un arsenal antiterroriste qui a voilà, et on le dit aussi parce qu'on a quelques personnes qui témoignent des perquisitions faites au moment de l'état d'urgence, qui là aussi ont pu précipiter un départ pour l'étranger. Donc on a tout ce contexte, des déclarations, et notamment il y a quelques personnes qui nous parlent de alors c'est pas islamophobe pour le coup, c'est clairement anti-arabe, mais la déclaration de Brice Hortefeux de 2007 peut-être, si ma mémoire est bonne. Et donc là aussi quelques personnes qui se sont dit bon, c'est bon, je quitte la France parce que je ne suis pas le ou la bienvenue. Donc ça, et puis beaucoup de références aux médias, et donc ce qui participe à instaurer cette islamophobie d'atmosphère. Donc c'est un dispositif médiatique, politique. On a vu aussi un des membres du comité des sages de la laïcité, dont le nom m'échappe, qui avait produit une tribune dans Le Monde justement pour concernant la laïcité et expliquant que la France n'avait pas été fidèle à l'application de la laïcité depuis la loi de 2004, et voilà, et donc qu'il a été exclu par le gouvernement, enfin une des ministres du gouvernement, de ce comité des sages. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est vraiment j'allais dire sensible du point de vue gouvernemental ou du point de vue étatique. Donc on peut parler d'un dispositif finalement concernant cette islamophobie d'atmosphère. En tout cas, il y a des traductions administratives, juridiques, donc dispositif. Je sais pas s'il faut aller jusqu'à dire que c'est, comment dire, qu'il y a un plan, en tout cas il y a une succession de déclarations de la part de personnes élues ou membres du gouvernement, et une succession de législation, ou pas de législation, mais d'actes administratifs, etc. Y compris au niveau local.
Avec le burkini, on se rappelle voilà, avec certaines mairies, le burkini, des interdictions d'accès aux plages, etc. dans le sud de la France. Voilà, donc ça se traduit des arrêtés municipaux, ouais. Ouais, et en fait tout ça fait que ça se propage à partir de là, parce qu'il y a des personnes qui nous disent en fait on va commencer à nous parler de laïcité dans les entreprises privées. Mais en fait la laïcité normalement elle s'applique à l'État et c'est la neutralité de l'État, éventuellement de ses représentants, parce que ça va pas de soi dans tous les pays que pour être neutre, l'État doit aussi exiger de ses agents qu'ils et elles n'aient pas de signe extérieur de religiosité, parce que au Royaume-Uni par exemple, les enquêtés nous parlent de policières, policiers qui portent le turban ou le hijab. Donc ça va pas de soi, mais en tout cas même si on s'en était arrêté là, cette neutralité, c'est pas le fait de demander dans n'importe quelle entreprise à pas prier, à pas faire le ramadan ou à pas porter le hijab. Et en fait, à partir du moment où c'est l'État lui-même qui a cette interprétation de la laïcité qui met l'accent en fait sur la neutralité et pas sur d'autres aspects de la laïcité, à savoir la liberté de culte et la liberté de conscience, qui est l'article numéro 1 de la loi de 1905, donc qui est hiérarchiquement à la préséance et la priorité. Si on fait une lecture juridique fidèle. Ouais. Donc cette focale mise sur la neutralité, c'est déjà une certaine interprétation de la laïcité. Mais ça se diffuse. Donc c'est dans les entreprises, c'est à partir du moment où on a interdit le port du hijab dans les écoles primaires et secondaires, que ça autorise certaines personnes à exiger ça, mais de manière tout à fait illégale à l'université. Et ça crée une ambiance dans l'espace public, Mais c'est légitimé par le personnel politique et médiatique. Alors justement, Alice Picard, faut-il à ce propos parler d'islamophobie d'État? Je sais que c'est une expression à propos de laquelle les chercheurs se montrent plutôt réticents. Donc quelle serait la différence entre ce qui serait ce qu'on pourrait appeler une islamophobie d'État et une islamophobie que vous avez décrite à travers les traductions institutionnelles ou les traductions légales ou juridiques, y compris au niveau local et aussi dans les déclarations politiques. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'islamophobie d'État ou est-ce que c'est autre chose? Le truc, c'est que c'est pas avec notre enquête qu'on pourrait arriver à des conclusions scientifiques solides pour documenter ce phénomène s'il existe. Parce que pour parler d'islamophobie d'État, le parallèle qu'on peut avoir, ce serait toutes les discriminations légales au moment du régime de Vichy à l'encontre des citoyens et des citoyennes juives. Ça, c'est un cas de racisme d'État où il y avait volonté de discriminer, volonté d'exclure notamment des emplois publics. Donc, pour parler d'islamophobie d'État, il faudrait prouver qu'il y a des discriminations. Donc, la loi de 2004, même si c'est pas ethnique, ou sur la race du point de vue juridique, je parle, c'est religieux. Il n'y a pas d'analogie qui fonctionnerait de cette nature en disant qu'on exclut du service public des écoles et y compris alors pas l'université, c'est vrai, la loi ne parle pas de l'université, mais déjà des écoles. Est-ce qu'on n'en prend pas le chemin, par exemple? En tout cas, cette loi, on sait qu'elle s'adresse au port du foulard parce que on en a fait la généalogie et on sait à quel débat public elle succède. Mais la formulation de la loi elle-même a été c'était pour passer notamment le contrôle. Le Conseil d'État ne contrôle pas, mais le Conseil d'État rend un avis. Et pour que l'avis soit positif, la formulation de la loi ne fait pas référence à un signe religieux en particulier, mais au signe ostentatoire. D'accord. Alors maintenant revenons
Oui. Oui, non, officiellement, on peut pas dire que ce soit une loi, et d'autant plus que bon, de fait, ça rend sans doute la scolarité de certaines jeunes femmes compliquée, mais de fait, ça exclut un vêtement et pas des personnes pour ce qu'elles sont, ce qui était enfin voilà, par rapport à l'analogie que je prenais avant, on y est quand même pas. D'accord. Alors, comment les Français et les Françaises de confession musulmane vivent-ils leur expérience diasporique? Quels sont les retours que vous avez observés là-dessus? Eh bien, ils vivent cette expérience très très bien. On a surtout que, enfin, et surtout ou malgré le confinement vécu par un certain nombre de personnes qui s'étaient installées très récemment au moment où on leur a parlé en 2021. Donc, on était encore dans les suites dans les suites ou encore dans certains confinements. Donc, malgré ça, des expériences très positives et notamment du fait de la fin des discriminations au travail, enfin des discriminations aussi quand on parle d'atmosphère, enfin, d'islamophobie d'atmosphère, ça veut dire que même sans les discriminations, il y a des personnes qui supportaient plus aussi tous les agissements racistes et islamophobes au travail. Et donc c'est la fin de ça, c'est le fait de ne plus avoir à cacher une partie de son identité. Qui fait que les personnes s'épanouissent. Parfois, ont aussi accès, il faut pas se le cacher, à des postes mieux rémunérés, qui leur permettent d'avoir accès à des promotions qui leur étaient refusées en France. Donc, c'est un épanouissement professionnel, identitaire aussi. Parce que il y a des personnes qui nous disent on n'en demandait pas tant, mais quand mon supérieur ou ma supérieure me demande si j'ai besoin d'une pièce ou prier, quand on me dit c'est bon, t'as plus besoin de faire semblant d'être végétarien, ici t'es plus en France, tu peux dire que tu que tu manges halal ou que tu manges pas de porc, il y a pas de problème. Donc c'est tout ça qui change. C'est aussi la fin de l'islamophobie d'atmosphère dans l'espace public, le fait de plus être regardé, stigmatisé, ne serait-ce que quand on est dans la rue. C'est terrible pour l'image de la France. Enfin, quand on entend ça, quand on entend ce retour, je suis désolé de le dire, mais c'est terrible pour l'image de la France. Est-ce que vous avez eu un retour par rapport à cet ouvrage, ce livre, de la part d'institutionnels, même de manière privée, même de manière informelle? Est-ce que vous avez eu des retours de lecture là-dessus, que ce soit des critiques ou que ce soit des positions de personnes qui sont finalement alarmées et qui n'auraient pas pris la mesure de ce phénomène? Alors pour l'instant non, mais ça viendra peut-être dans un second temps. Une fois que le livre, on est déjà hyper content et contente parce que la réception, notamment par les médias, et au-delà, je pense, de ce qu'on avait espéré. Donc alors, on a déjà eu quelques contacts, mais il est trop tôt pour que je vous dise ce que ça va donner, ni comment c'est reçu. Pour l'instant, on sait que le livre est connu. Comment du coup c'est perçu, là je sais pas, je saurais pas vous répondre pour l'instant. Comment dire, Donc c'est une question prématurée, quoi. Ouais. Il faut attendre pour. Ouais, c'est ça. Faudrait attendre un petit peu. Alors, et juste aussi pour mettre un bémol aussi à ce que je disais avant, c'est pas idyllique non plus, parce que c'est alors deux choses. D'une part, il y a des gens qui reconnaissent que, par exemple pour les États-Unis, parce qu'on a des passages là-dessus dans le livre. Pour les États-Unis, il y a des personnes qui reconnaissent que oui, bon, elles sont aussi dans une ville cosmopolite, multiculturelle, mais qui est pas à l'image du reste du pays. Parce que par exemple, il y a des personnes qui ont vécu l'époque Trump et qui disent oui, en Californie, c'est très chouette. À Cleveland, c'est super chouette. À Austin, au Texas, c'est chouette, mais c'est pas vraiment à l'image du reste de l'État. Donc ils reconnaissent ça quand même. C'est vrai qu'on a très peu de personnes qui vivent hors de grands centres urbains.
Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est de fait, c'est des espaces où on accède à un certain anonymat, surtout quand il y a beaucoup de mobilité internationale et de personnes qui viennent d'ailleurs. Et puis l'autre bémol, c'est le fait que c'est pas une installation choisie, c'est une installation subie. C'est des personnes qui ont la sensation de vivre en exil et qui disent bon, et encore ça va parce que maintenant on peut, on a des moyens de communication qui facilitent les interactions avec la famille ou les amis restés en France, mais ça c'est pas facile. C'est pas facile de vivre loin de sa famille, c'est pas facile de vivre loin de son quartier d'origine ou de sa ville d'origine. Est-ce que certaines personnes ont déchanté de leur expérience de diasporique ou de l'expatriation et est-ce que certains envisagent de revenir? Parce que les bonnes expériences que vous avez évoquées tout à l'heure, effectivement, soulignent le fait qu'il n'est pas question pour les enfants notamment, et on peut le comprendre tout à fait, de vivre les discriminations qu'ont vécu les parents. Mais est-ce que vous avez eu des expériences de désenchantement ou pas? Notre hypothèse, c'est qu'il faudrait suivre ces personnes sur un temps un petit peu plus long, parce que, en plus nous on le sait pour avoir nous-mêmes vécu des périodes de vie à l'étranger. Les premiers temps, c'est toujours merveilleux. Donc le désenchantement, il viendrait peut-être un peu plus tard, et il faudrait qu'on reprenne contact avec les personnes avec qui on a parlé dans un petit peu plus longtemps. Après, pour certaines personnes, on commence à avoir du recul. Pour les personnes installées depuis 20 à 25 ans au Royaume-Uni, par exemple, elles sont très très satisfaites de leur choix. Et pour d'autres personnes, il y a des cas mais pas de cas de retour en France. Des cas ou même les personnes qui nous disent oui, j'envisage pas forcément de m'installer dans ce pays. J'envisage pas de demander la nationalité, etc. Par contre, je me vois bien aller ailleurs, mais pas en France. D'accord. Ou alors, s'il y a un phénomène qui existe, il faudrait le documenter. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'elles avaient déchanté et qu'elles étaient revenues en France. Alors pour finir l'entretien, Alice Picard, qu'est-ce que vous savez des relations de ces Français et Françaises de confession musulmane avec d'autres Français expatriés qui ne partagent pas les mêmes problématiques? Donc toujours pareil, des Français à nom et prénom à consonance européenne, qui n'ont pas vécu de discrimination, qui ne sont pas expatriés pour des raisons de discrimination, parce qu'on parle souvent de la communauté des Français expatriés dans les différents pays. Alors quelle est la relation de ces Français et Françaises de confession musulmane avec leurs compatriotes français? On a essayé de poser la question durant les entretiens, parce qu'effectivement, on se posait la question. La réponse, c'est que c'est plutôt assez peu, voire pas du tout. Il y a même des personnes qui, notamment à Londres, vont éviter explicitement le quartier où s'installent plutôt les Français et les Françaises. Il y a des réseaux de solidarité qui se créent. Alors, nuançons aussi. Il y a parfois des groupes WhatsApp, des groupes Facebook auxquels on fait appel au départ quand on arrive dans le pays. Donc évidemment là, ça fait toujours plaisir de retrouver, ne serait-ce que des personnes qui parlent la même langue que nous. Mais après, on peut pas dire qu'il y ait vraiment une très grande intégration à une communauté française, quel que soit le pays. D'autant plus qu'il y a aussi des groupes de solidarité spécifiquement organisés par des personnes qui partagent cette problématique, donc des groupes de personnes musulmanes qui en plus vont créer on a eu accès notamment à un livret, donc en fait qui crée comme ça des ressources à destination des personnes qui se posent la question de partir. Donc étant donné qu'il y a ces réseaux de solidarité propres, pas forcément beaucoup de liens avec les communautés françaises installées à l'étranger.
Merci Alice Picard pour cet éclairage passionnant sur ce phénomène de l'exil des élites musulmanes, hein, phénomène trop peu connu et qui risque malheureusement de prendre de l'ampleur. Un éclairage que vous retrouverez dans ce livre, hein, donc qui s'intitule « La France, tu l'aimes mais tu la quittes ». Enquête sur la diaspora française musulmane, publié aux éditions du Seuil et coécrit par Olivier Estevez, Julien Talpin et Alice Picard. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo, à poursuivre également cette réflexion en commentaire. Et rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien sur Mizan TV. Merci. Merci.